Nous allons maintenant passer au bilan diagnostic kinésithérapique dans le cadre de la prise en charge d'un patient qui présente une hernie discale lombaire non opérée. Le bilan diagnostic que je vais vous présenter maintenant a été réalisé dans le but de pouvoir être utilisé en cabinet libéral avec le temps et les contraintes qui nous sont imparties. Nous partirons sur le bilan de la sciatique commune, qui est la radiculalgie la plus rencontrée. Dans ce bilan, vous verrez que j'y ai ajouté l'étude de l'imagerie. En effet, le patient souvent vient au cabinet avec son imagerie, avec des questions sur ses radios, sur ses IRM, et quelquefois même son médecin généraliste n'a pas été en mesure ou n'a pas pris le temps de lui répondre. Nous verrons aussi dans ce bilan les red flags, les drapeaux rouges, pour savoir quand et vers qui réorienter le patient. Nous nous dirigeons de plus en plus vers une kinésithérapie de premières intentions. Nous ne devons prendre aucun risque. Vous verrez que nous ferons l'inventaire des différents types de sciatiques qui n'ont pas forcément pour cause une hernie discale, mais qu'il est important de connaître. Alors, en grand 1, la sciatique hémorragique, c'est une sciatique qui est caractérisée par l'intensité des douleurs, le malade est le plus souvent confiné au lit, il est difficile à examiner. Si la douleur résiste au traitement médical, nous devons nous méfier d'une sciatique symptomatique. La sciatique symptomatique, à l'opposé de la sciatique commune, elle n'a pas pour cause une affection du disque vertébral. Ainsi, ce qui peut causer une sciatique symptomatique, ça peut être un spondylolesthésie, ça peut être une tumeur osseuse. Dans ce cas-là, c'est un drapeau rouge, nous renvoyons le patient vers son médecin. La sciatique paralysante, urgence chirurgicale ou non, selon les auteurs. D'expérience, j'ai déjà croisé plusieurs patients avec stépage, donc atteinte L5, atteinte motrice qui entraîne un retentissement fonctionnel, donc classés dans sciatique paralysante, qui ont récupéré dans les 2 mois suivant une infiltration. Donc, ça touche plus souvent les sciatiques L5 que les sciatiques S1. Il faut noter la meilleure évolution chez les patients qui ont un testing à 2 ou 3 que chez les patients qui auront un testing à 0 ou 1. Les troubles moteurs touchent souvent les 2 racines, même quand la topographie douloureuse n'en concerne qu'une. Les atteintes motrices légères, qui récupèrent généralement en majorité, ne sont pas rares dans la sciatique et donc ne sont pas à mettre au compte d'une sciatique paralysante. Ce ne sont que les atteintes qui entraînent un déficit fonctionnel. Alors, la sciatique du sujet jeune. Nous sommes rarement rencontrés à ce type de sciatique car elle est rare chez les jeunes de moins de 20 ans. Le LASEG est déclenché à un angle faible, moins de 20 degrés. Le slum test, que nous verrons dans les diapositives suivantes, est pratiquement impossible à réaliser. Donc le slum test, c'est le test où le patient est assis sur la table, on lui demande de lever une jambe et de fléchir le tronc. Alors comme l'a dit Main, le patient peut faire énormément d'activités. Il triche remarquablement. Donc le diagnostic n'est pas aisé. Ce qui amène les parents à consulter, c'est souvent une attitude antalgique qui se traduit par une scoliose. Et dans ce cas-là, on observe alors à l'imagerie de très volumineuses hernies discales. La sciatique du sujet âgé, donc fréquent chez les plus de 60 ans, avec contrairement au sujet jeune un signe de la SEG qui peut être discret. L'arthrose articulaire postérieure et le canal étroit jouent un rôle dans la sciatique, mais la hernie discale peut aussi en être la cause. Et ce n'est pas exceptionnel, on entend souvent le contraire. La sciatique et le canal lombaire étroit ou rétréci. Donc ça peut être congénito ou acquis. Le canal il peut être étroit ou bien de dimension normale, mais du fait de protrusions, de lésions arthrosiques postérieures et ostéophytiques, tout ça de manière concomitante, cela peut créer un canal lombaire étroit.
Il y a 3 types de sténose, globale, centrale et foraminale. La douleur est peut-être bilatérale, c'est souvent comme ça qu'on fait le diagnostic différentiel avec la hernie discale. La claudication intermittente, une fois sur deux, dans la sténose centrale. La douleur est généralement de type L5, donc douleur latérale, on le verra par la suite, qui descend le long du membre inférieur. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec l'interrogatoire. J'ai mis ici les points les plus importants. Vous verrez qu'il y a des échelles qui peuvent être utilisées que j'ai mis dans les autres séquences de la formation. Alors, un point très important, c'est est-ce qu'il y a eu un épisode de lombalgie aiguë qui a précédé la sciatique? En gros, est-ce que le patient va vous dire qu'il s'est bloqué le dos? C'est très important de savoir ça puisqu'il y a de nombreuses sciatiques qui sont précédées de ce syndrome rachidien. Donc, douleur lombaire en barre. C'est important de le savoir puisque parfois un patient peut venir avant la sciatique avec ce syndrome rachidien. Donc il vous dit je me suis bloqué le dos, vous devez lui demander s'il a déjà eu des épisodes de sciatique auparavant, car peut-être qu'il va développer cette sciatique dans les jours qui vont venir. Donc toujours préférable de le prévenir pour pas qu'il vous accuse d'avoir déclenché sa sciatique. On cherchera ensuite à connaître le mode de survenue. Est-ce que c'est traumatique? Est-ce que c'est suite à un faux mouvement? Est-ce que c'est suite à un effort? C'est important de connaître ce mode de survenue pour le futur. Quand le patient aura moins mal, à quoi il devra faire attention? La douleur, est-ce qu'elle est exacerbée par la toux? Est-ce qu'elle est exacerbée lors d'un éternuement? Et calmée ou non par le repos allongé? Pour résumer, on a souvent un effort violent, un syndrome rachidien, syndrome lombaire, une douleur donc en barre, et la survenue de la sciatique. La topographie de la douleur. Pour la sciatique L5, c'est douleur et ou fourmillement aux extrémités. Donc elle part de la fesse, elle descend dans la partie postéro-externe de la cuisse, la face externe de la jambe, la malléole externe, puis le dessus du pied, le gros orteil ou les 3 premiers orteils. La topographie de la douleur S1 est là encore ou fourmillement. Elle est plus postérieure, elle descend dans la fesse, dans la partie postérieure de la cuisse, dans le creux poplité, dans la partie postérieure de la jambe, le talon, puis la plante ou le bord externe du pied jusqu'au 5e orteil. Alors, on passe à l'examen clinique et au bilan morphostatique. Dans la plupart des ouvrages sur l'examen clinique du patient présentant une sciatique, on verra le test de Schaubert et l'étoile de Meigne. Nous, on ne les verra pas ici. Encore une fois, ce bilan a été réalisé pour qu'il puisse être fait en cabinet libéral avec les 30 minutes qui nous sont allouées. Donc, si le patient vient avec une attitude antalgique qui est convexe du côté de la douleur, ce sera souvent une sciatique L5. Si le patient vient avec une attitude antalgique qui est concave du côté de la douleur, ce sera par contre souvent une sciatique S1. Si le patient tente d'aller contre cette attitude antalgique, il y a une cassure de la ligne des épineuses, un blocage de la colonne sous la cassure. On verra le schéma dans la diapositive suivante. S'il tente de se pencher en arrière, extension globale, le mouvement est bloqué aussi. S'il tente de se pencher en avant, flexion globale, le mouvement est limité avec augmentation de la douleur. Donc, illustration du signe de la cassure. Le patient peut réaliser une inclinaison du côté sain. Par contre, quand il essaie de faire une inclinaison du côté atteint, il y a une cassure de la ligne des épineuses. On aura donc chez le patient un signe de LASEG positif, le LASEG connu de tous. J'ai quand même mis une petite vidéo pour rappeler sa réalisation. C'est un très bon outil qu'il faut réaliser régulièrement et qui va nous servir à poursuivre l'évolution de la pathologie.
Il est très sensible, mais peu spécifique dans les radiculalgies. Je vais lire la définition de la sensibilité et de la spécificité. Il y aura un document à la fin de la formation qui reprendra toutes ces notions. La sensibilité d'un test, elle est déterminée sur une population de patients dont on sait qu'elle est porteuse de la maladie, dans notre cas la sciatique, parce qu'elle a subi un test de référence. Elle est définie par la proportion, le pourcentage de patients qui ont la maladie recherchée et dont le test est positif. En d'autres termes, par la proportion de patients malades de la pathologie que le test détecte correctement. Donc, dans notre cas, le test, on a pris une population de personnes qui avaient une sciatique, on leur a fait le test et dans 92% des cas, le test a été positif. La spécificité, à contrario, elle est déterminée sur une population de patients dont on sait qu'elle n'est pas porteuse de la maladie, parce qu'elle a subi un test de référence. Elle est définie par la proportion de patients qui n'ont pas la maladie recherchée et dont le test est négatif. En d'autres termes, par la proportion de patients non malades de la maladie que le test détermine correctement. Ce sont les vrais négatifs. Alors, vidéo du test de la SEG, même si tout le monde connaît. Donc, je prends la jambe du patient, je fais une extension jambe tendue. Ce qui est important, c'est bien évidemment de différencier avec la tension des ischio-jambiers. L'ASEG, il est positif, donc si vous avez une reproduction de la douleur, jambe tendue, et si elle s'arrête, jambe fléchie. Donc, douleur, jambe tendue, et si elle s'arrête, jambe fléchie. Alors, second test, le LASEG croisé. Le praticien va soulever le membre inférieur non douloureux, le patient est en décubitus dorsal. Il y a une contrainte contralatérale au niveau lombaire qui repousse le disque intervertébral en dehors du côté atteint. Ainsi, le test est positif si lors de l'élévation du membre sain, le patient ressent une douleur dans le membre inférieur opposé, c'est-à-dire le membre atteint entre guillemets. La spécificité de ce test est de 90% et sa sensibilité de 28%. Nous allons voir maintenant le signe de la sonnette. Alors c'est un petit aparté car peu d'auteurs l'utilisent pour la sciatique. Il est plus utilisé dans les cervicalgies. Il correspond à la pression exercée par le pouce de l'examinateur à un travers de doigt en dehors de la ligne des épineuses. Le test est positif s'il provoque une irradiation douloureuse en éclair reproduisant le trajet radiculaire. J'ai rapporté ici le slump test, qui est un test qui n'est pas spécifique à la sciatique, mais qui est très utilisé dans les pathologies du fourreau dural lombaire. Donc, c'est un test qui est sensible entre 40 et 80% selon les auteurs et spécifique entre 58 et 83%. Une vidéo dans la diapositive suivante. Alors, le slump test, c'est un test neurodynamique. On va évaluer la tension du tissu neural en mettant de la tension sur la dure mère. Donc, on demande au patient qui est assis en débord de table de mettre les bras dans le dos. Voilà. On va lui demander un effondrement. Laisse-toi aller. Voilà. Si la douleur n'est pas reproduite, on lui demande de baisser la tête. Ça va? Enroule-toi. Hein. OK. Si la douleur n'est toujours pas reproduite, on lève une jambe et on peut encore agir sur le pied. On relâche et ensuite on teste l'autre jambe s'il n'y a pas de douleur.
Alors le signe de Christodoulis, donc c'est un signe qui n'est pas très présent dans la littérature. Il est présent dans le livre de la Softcote qui regroupe toutes les techniques et le résumé sur la prise en charge de la hernie discale lombaire. Donc en fait c'est le signe de Léry qui consiste en une extension de la coxo-fémorale, donc le patient est en procubitus. Et par contre, là, la douleur reproduite serait une douleur L5, donc qui descendrait latéralement le long du membre inférieur. Dans ce cas, le signe est positif. Le test de Bragard, c'est l'élévation jambe tendue, le LASEG modifié. Il y a des études qui ont montré que certains patients qui avaient des sciatiques n'ont pas été diagnostiqués quand on leur a fait le LASEG, mais que le diagnostic a été positif quand on a fait le test de Bragard. Donc, c'est une élévation jambe tendue à laquelle on rajoute une dorsiflexion. Une fois que nous avons fait ces tests, on peut observer les CTM chez le patient, les manifestations cellulo-téno-périosto-myalgiques de Robert Main. Je le cite, c'est dans les sciatiques communes que pour la première fois nous avons trouvé des manifestations à la fois cellulalgiques, myalgiques et téno-périostées dans un territoire précis, toutes les mêmes selon le nerf concerné en 1961. Donc, elles sont toujours présentes lors des crises. Elles sont situées dans un territoire précis selon le nerf concerné. Elles jouent un rôle dans les douleurs persistantes, principalement les cordons myalgiques avec leurs points gâchettes qui sont le support principal de ces douleurs, même des années après. Des fois, les gens viennent et ils n'ont pas réellement de crise de sciatique, mais ils ont ces manifestations myalgiques qui se réveillent. Donc, ce qui nous permet un diagnostic en dehors de la crise, car on verra que selon la racine qui est touchée, les manifestations ne sont pas les mêmes. Elles existent dans tous les cas de façon plus ou moins marquée. Les CTM, ils vont nous permettre d'établir un diagnostic et de nous aider à suivre l'évolution de la pathologie. Alors, dans une sciatique L5, en ce qui concerne les cordons myalgiques, ils sont constants dans les muscles fessiers. La diminution de leur tension et de leur sensibilité constitue un très bon indicateur de la réussite du traitement. Donc, si vous avez un patient qui vient lors de la première séance avec des douleurs importantes dans les fessiers, et puis au milieu du traitement vous dit que ça va beaucoup mieux, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ils sont rares dans les membres inférieurs. Les zones cellulalgiques, retrouvées dans un cas sur deux dans la partie supérieure de la face antéro-externe de jambe. Les douleurs périostées, le patient présente une douleur à la palpation au niveau du trochanter. Les cordons myalgiques de la sciatique S1, ils sont aussi constants dans les muscles fessiers. La diminution de leur tension et de leur sensibilité constitue aussi un bon indicateur de la réussite du traitement. Ils sont fréquents à la partie inférieure du biceps fémoral et des gastrocnémies, en particulier du chef externe. Les zones cellulalgiques présentes dans un cas sur deux à la face postérieure du mollet. Pas de zone de douleur périostée rapportée ici. Juste une petite précision sur les cordons myalgiques. Par exemple, si vous avez un patient qui vient sans sciatique, mais qui vous dit qu'il a mal dans sa voiture avec le bord du siège sous la cuisse, ou que lorsqu'il met une jambe sur l'autre, il a mal dans le mollet, il y a de fortes chances que ce soit dû au cordon. On va passer maintenant à l'examen neurologique et vasculaire, très brièvement, car ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est important de le connaître.
En grand 1, l'examen moteur. Pour la sciatique L5, le test le plus connu, on fait marcher le patient sur les talons afin d'évaluer les muscles de la loge antéro-externe de jambe. On réalisera aussi un testing de ces muscles-là. J'ai ajouté l'échelle du testing en rappel. Pour la sciatique S1, on va tester la loge postérieure des jambes en faisant marcher le sujet sur la pointe des pieds. L'examen sensitif. Alors pour la sciatique L5 et S1, c'est très inconstant. La perte sensitive est très variable d'un individu à l'autre et plus souvent limitée à la partie distale du dermatome. On va rechercher la perte de sensibilité superficielle au tact, au doigt ainsi qu'à la douleur en testant avec une épingle. La sensibilité thermique, quant à elle, peut être testée avec des tubes remplis d'eau chaude et d'eau froide. Je pense que ces tests devaient être très utiles par les passés. Aujourd'hui, je vois moins l'intérêt avec l'apport de l'imagerie. Alors, sur cette diapositive, je vous présente le cauchemar de nos études. Le territoire sensitif du corps humain, qu'on a eu tant de mal à apprendre, en tout cas pour moi. Je pense que c'est important à connaître parce que souvent on a des patients qui viennent avec une perte de sensibilité sans avoir consulté un médecin auparavant. Si effectivement il y a un trouble moteur, alors là ils ne nous attendent pas, mais on aura souvent une patiente qui va nous dire mais je ne sens plus mon gros orteil ou je ne sens plus mon petit orteil et nous on pourra faire une ébauche de diagnostic kiné. En grand 3, l'étude des réflexes. Alors, pour la sciatique L5, c'est simple, il n'y en a pas. Pour la sciatique S1, il y a une abolition ou une diminution du réflexe achilléen. La palpation du poupée-dieu pour l'examen vasculaire. Pourquoi? Dans le but de faire le diagnostic différentiel avec la claudication vasculaire. Il y a néanmoins une autre méthode, c'est tout simplement que la claudication vasculaire est douloureuse, or la claudication d'origine médulaire ne l'est pas. Alors, pour palper le poupée-dieu, on demande une extension au patient de l'hallux. On repère le tendon et immédiatement en dehors, il y a l'artère dorsale du pied. Dans cette diapositive, un tableau synthétique, j'y ai laissé les territoires sous-jacents. Je vous laisse le regarder. Dans cette partie imagerie, nous allons revoir l'éventail des moyens techniques dont le patient peut bénéficier dans le cadre des investigations et ainsi comprendre leur intérêt ou non dans le diagnostic et la thérapeutique. 4 types d'imagerie, la radiographie, la TDM qu'on appelle aussi scanner, l'IRM, la myélographie et la discographie. Alors, concernant la myélographie et la discographie, on ne les verra pas ici car elles sont très peu utilisées puisque trop invasive, elle nécessite une ponction et une injection intradiscale. En gros, on utilisait avant la myélographie et la discographie dans le cadre d'études,
Et aujourd'hui, on l'utilise en préopératoire lorsque l'IRM est contre-indiqué. La radiographie. Donc, dans le cas d'une sciatique récente typique, elle n'est pas indispensable. En effet, le patient répondra probablement bien au traitement médical classique. Et oui, 90% des sciatiques guérissent par elles-mêmes dans les semaines, voire mois suivants. Le traitement médical classique, repos, j'ai mis des points d'interrogation parce que de nombreux auteurs encore disent que le repos sera bénéfique. Nous verrons que les rééducations actives marchent plutôt bien. Anti-inflammatoire, infiltration, traitement manuel éventuellement. La radiographie est non indispensable, voire trompeuse, car l'image n'est pas en rapport forcément avec la pathologie. On a des images normales chez un sujet présentant une sciatique aiguë et des images de lésions dégénératives importantes sans aucun rapport avec la sciatique. Je ne vous apprends rien, on ne voit pas le DIV à la radio, le disque intervertébral étant une structure radiotransparente. Pour juger de la dégénérescence du disque, il faut regarder les signes indirects, la diminution de la hauteur de l'espace intervertébral, le petit 1, et la présence d'un pincement postérieur, le petit 2. Finalement, la radiographie est importante surtout dans le cas où il y a un diagnostic différentiel à faire. Si le patient n'a pas répondu au traitement, il faudra éliminer une pathologie autre que discale, de l'arthrose, des PAP, un spondylolisthésis, une anomalie de la charnière lombosacrée, un canal lombaire étroit ou exceptionnellement des pathologies plus graves. Quand on parlait de pathologies plus graves, sur la photo de droite, on a des métastases osseuses. Ici, des métastases qui sont mixtes, condensantes et lytiques, dont l'étiologie la plus fréquente est le cancer du sein. Avec la tomodensitométrie, encore appelée le scanner, on sera en mesure de visualiser la hernie, présence ou absence de hernie, la localisation, le type et le stade de la hernie. Par contre, l'IRM, elle, nous proposera, avec différentes coupes, un aspect dégénératif de tous les disques intervertébraux de la région, alors que le scanner ne le permet pas. Sur la photo de gauche, on reconnaît la hernie paramédiane, dont on a parlé tout à l'heure, qui est présente dans 80% des cas. Et sur la photo de droite, une hernie foraminale. On nous pose souvent la question, je dois faire pour ma hernie discale une IRM ou un scanner? Alors, il faut savoir que l'IRM, c'est la méthode de référence d'imagerie de la moelle épinière. On voit pratiquement tout. Alors, dans la hernie discale, c'est vrai que sa valeur diagnostique, elle est équivalente à celle du scanner. Néanmoins, les coupes sagittales permettent de voir l'aspect des disques de toute la région, qu'ils soient dégénératifs ou non. L'intérêt de l'IRM est surtout représenté par le fait qu'il permettra de diagnostiquer d'autres pathologies qui ne sont pas visibles aux autres examens. Alors, les drapeaux rouges, les contre-indications, les red flags, particulièrement importants dans la hernie discale. Les drapeaux rouges doivent rester à l'esprit du praticien tout au long de la rééducation, afin de déceler une pathologie sous-jacente. Donc, encore une fois, nous serons
tout à fait à même, car nous voyons le patient de nombreuses fois, de déceler un symptôme qui est passé jusqu'alors inaperçu. Il faut savoir que selon les pays, la classification des red flags n'est pas la même. La HAS les a regroupés dans son mémo sur la prise en charge de la lombalgie commune. Moi, j'aime bien celle de nos confrères belges, c'est celle que je vous présente ici. À noter que pour la HAS, c'est l'addition de plusieurs drapeaux rouges qui va permettre de déceler une pathologie sous-jacente. Néanmoins, en tant que kiné, si nous avons par exemple un seul drapeau rouge mais qui est une perte de poids inexpliquée, alors dans ce cas, je pense qu'il est plus judicieux de réadresser au médecin le patient.